2017, un soir de novembre dans le métro londonien, un petit groupe de jeunes gens vient de débarquer dans la rame. Les Anglais sont réputés pour ne s'étonner de rien, mais cette fois, les yeux s'écarquillent. Une irruption de couleurs. Ils sont 5 ou 6, autant de filles que de garçons. Vêtements flashy, perruques aux couleurs de l'arc-en-ciel et diadèmes de princesse dans les cheveux. Ce n'est pas le plus étonnant. Tous ont la tête couverte d'un étrange couvre-chef, une corne de licorne. Le but revendiqué par cette bande ? Être libre, sauvage, scintiller de 1000 feux et répandre un peu de fantaisie dans la morosité urbaine. Ce soir, ils se produisent dans un nightclub du quartier de Camden. Sous le regard médusé des autres usagers, les licornes se réconfortent pour la soirée à venir. Pas facile d'apporter magie et réconfort tous les soirs. Il faut tenir le rythme. Sous les sourires et les paillettes, la fatigue se fait sentir. Les yeux sont cernés et les bouches affaissées. La petite troupe prône le polyamour et l'hédonisme, mais leur utopie paraît bien dérisoire face à la grisaille londonienne. Peut-être que c'est justement ça qui les lie à l'animal merveilleux. Un rêve fugitif et inatteignable. Podcast Story. D'où vient la licorne ? Pour certains, son origine remonte à la nuit des temps. Des archéologues ont cru voir sa silhouette dessinée sur les parois de Lascaux. D'autres remontent sa trace dans les contrées arides de la Perse. On y a retrouvé des bas-reliefs représentant une étrange créature à cornes uniques. En Chine, au Japon et en Corée, on vénère le Qilin, un animal né des amours d'une vache et d'un dragon. Il porte au milieu du front une petite corne charnue et son apparition porte chance. Les anciens Grecs sont les premiers en Europe à nommer la licorne. Ils évoquent un quadrupède venu du lointain Orient, une bête rapide qui arbore au front une corne dotée de grands pouvoirs. On raconte que les princes indiens peuvent se prémunir du poison en l'utilisant comme calice. Les avis divergent quant à l'apparence de l'animal. Il ressemble à un âne, à une chèvre ou à une antilope. Certains y voient un être hybride. Elle a le corps d'un cheval, la tête du cerf, la queue du sanglier et les pieds de l'éléphant. De quelle couleur est-elle ? Blanche, noire, rouge, bleue, voire les 4 à la fois. On s'écharpe aussi sur la taille de sa corne. Aristote et Pline se penchent sur son cas, mais peinent à trouver une conclusion satisfaisante. L'animal se dérobe à leurs investigations. Le débat se limite à quelques érudits. Les traités d'histoire naturelle sont les seuls à mentionner la licorne. On ne la sculpte pas au fronton des temples et on ne lui voue aucun culte. Contrairement à d'autres créatures comme le minotaure, le griffon ou la méduse, l'animal ne nourrit pas l'imaginaire des peuples de l'Antiquité. Au temps païen, la licorne reste une anonyme. L'apparition du christianisme l'attire de son obscurité. Une caractéristique inédite lui est accordée. On l'a dit attirée par l'odeur de la virginité. Les premiers ouvrages chrétiens font circuler ce récit. La licorne se cache au cœur de la forêt. A priori, nul ne peut la capturer. Elle est agile et farouche. Les chasseurs auront beau épuiser leurs chiens et faire sonner le cor, la licorne parvient toujours à s'enfuir. Une seule chose ralentit sa course, le parfum d'une jeune fille. L'animal hypnotisé se laisse guider par la délicate senteur. Son chemin le mène au sein d'une clairière. La belle est assise au milieu d'un parterre de fleurs. La licorne s'approche et, dans un mouvement délicat, dépose sa tête sur les genoux de la demoiselle. À cet instant, les chasseurs surgissent des fourrés. Ils se précipitent sur la bête. La pauvre licorne n'a pas le temps de réagir. On se saisit d'elle. Une dizaine de pics acérés percent son flanc et sa corne est arrachée. Le récit est abondamment repris et commenté au Moyen-Âge. Les moines raffolent de ce genre d'histoire. Pour eux, le monde entier et la nature en particulier fourmillent d'allusions mystiques. Les religieux élaborent de volumineux bestiaires. Chaque animal, réel ou imaginaire, aucune distinction n'est faite, se voit attribuer des qualités morales. On le place du côté du divin
ou du démon. Le renard est fourbe, le chien fidèle et le lion hardi. Le dragon et le serpent sont les instruments de Satan. Sur ce petit monde, la licorne règne en souveraine absolue. Elle est symbole de pureté. Sa destinée tragique fait écho au sacrifice du Christ. La jeune fille qui amadoue l'animal est tour à tour désignée comme la Vierge Marie ou comme l'institution de l'Église. Chose amusante, on ne parle pas tant d'une licorne que d'un unicorne. L'animal est masculin. Sa corne est un emblème de la croix, mais elle fait aussi référence à l'attribut phallique. Les archétypes s'entremêlent et se complètent. L'unicorne est lumineux et chargé de lumière divine, mais il a aussi sa part d'ombre. Il n'hésite pas à transpercer de sa corne les demoiselles qui auraient manqué à leur devoir de chasteté. La fascination pour la licorne va au-delà des textes et des analyses théologiques. À partir du XIIe siècle, son image se répand sur tous les supports. Les enluminures, les tapisseries, les fresques, les sculptures, les vitraux. Elle presse sa tête contre le sein d'une châtelaine, se love au pied d'un gisant de marbre, plonge sa corne dans l'eau d'une fontaine ou tente de se soustraire aux lances de ses poursuivants. Impossible de la manquer. Elle est partout. Sa plastique change avec les siècles. Au départ, on hésite. Cochon, vache ou cerf? Mais peu à peu, son iconographie se précise. Son corps gracile oscille entre le cheval et la chèvre. Elle a le sabot fendu, parfois la barbichette d'un bouc. Sa robe et sa crinière sont d'un blanc immaculé. Et surtout, on la dote d'une longue corne fine et spiralée. On en est persuadé, la licorne existe. Si on ne l'a jamais vue, c'est qu'elle doit galoper dans des contrées reculées, comme l'éléphant ou le léopard. Des marchands danois parcourent l'Europe avec dans leur chargement des cornes de licorne. Elles peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Les têtes couronnées d'Europe ont sous leurs yeux ébahis la preuve matérielle de l'animal fabuleux. On s'arrache les cornes à prix d'or. Les cathédrales et les abbayes les exposent comme de saintes reliques. Les monarques ne sont pas en reste. Tout trésor royal digne de ce nom possède au moins une corne de licorne. Pour en obtenir une, la République de Venise va jusqu'à allonger la somme de 100 000 florins. Une fortune à l'époque. De quoi pouvoir entretenir un régiment d'armes pendant 2 ans. Les propriétés magiques de l'objet sont de taille. Les cornes détectent le poison et annihilent ses effets néfastes. De quelle façon? La corne sue, ou alors elle dégage de la fumée. L'eau bouillonne lorsqu'on la plonge dans le liquide empoisonné. Elle pourrait même hurler au contact du poison. Rien n'est attesté clairement. Les apothicaires reniflent la bonne affaire. Ils vendent aux côtés de leurs décoctions et de leurs onguents de la poudre de la licorne. Une pincée dans votre verre, quelques rondelles dans votre potage, et voilà votre liquide débarrassé de toutes ses impuretés. Du moins, c'est ce qu'on prétend. Les qualités pharmaceutiques de l'animal ne s'arrêtent pas là. Boire dans sa corne permet de se prévenir des morsures du scorpion et évite les convulsions. Porter un sachet de poudre cousu dans son vêtement repousse les maladies. Son foie mélangé avec du jaune d'œuf soigne la lèpre et une ceinture faite de sa peau protège de la peste. Une aubaine pour les charlatans de tout poil. Un véritable trafic de cornes de licorne se met en place. D'un pays à l'autre, on fait circuler toutes sortes de cornes. Des fossiles de cornes de mammouth, de la corne de rhinocéros et les dents d'un étrange animal marin habitant les mers froides. La fascination est à son comble. Mais pas moyen de mettre la main sur la licorne. Elle reste insaisissable. Chacun y va de sa description. Les témoignages se multiplient et les chroniqueurs médiévaux peinent à s'y retrouver. Des pèlerins assurent en avoir vu du côté de Jérusalem. Des voyageurs de la route de la soie disent qu'il en existe au Tibet et en Chine. D'autres explorateurs mentionnent sa présence en Éthiopie et à Madagascar. Peine perdue. La licorne apparaît, puis disparaît aussitôt. Marco Polo en rencontre une en Indonésie.
Il déclare qu'elle n'a rien à voir avec le gracieux quadrupède représenté dans les livres d'images. La licorne a le poil du buffle, des pieds semblables à celui d'un éléphant, une langue chargée de grosses épines et la tête du sanglier toujours inclinée vers la terre. Voilà de quoi égratigner la légende. La créature ne perd pas pour autant en popularité. On continue à la représenter sous la forme d'un noble équidé. La chasse à la licorne est un thème très apprécié par les nobles. Les manoirs sont couverts de précieuses tentures où la bête essaie d'échapper à ses poursuivants. À la fin du Moyen-Âge, la symbolique religieuse s'estompe. La traque de la licorne n'est plus associée à la passion du Christ, mais à la capture de la femme aimée. L'animal passe du masculin au féminin. Une demoiselle aux abois qui tente de préserver le trésor de sa virginité. L'arrivée de la Renaissance correspond au temps des premières découvertes et à l'émergence de l'humanisme. L'heure est aux remises en question. Dieu n'est plus le centre de l'univers et la licorne vacille de son piédestal. Le truculent Rabelais ironise sur son existence. Elle est grande comme 6 éléphants, a des oreilles pendantes comme les chèvres du Languedoc et une petite corne au cul. Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne, affirme que sa corne n'agit nullement comme un antidote contre le poison. La preuve, il a utilisé les plus fiables du marché, celle du trésor de Saint-Denis. Les résultats ne l'ont pas du tout convaincu, mais il reste prudent. La Bible elle-même cite la licorne à plusieurs reprises. Le psaume des psaumes ne dit-il pas « Protège-moi de la gueule du lion et de la corne de la licorne » ? Qui est-il pour contester le texte sacré ? Il ne faut pas s'attirer les foudres de l'Église catholique. L'animal conserve un temps son prestige. Les rois et reines d'Europe continuent à acheter des cornes de licorne. Charles IX et Élisabeth Ier en possèdent plusieurs dans leur cabinet de curiosités. Le roi du Danemark se fait construire un trône avec de l'ivoire de licorne. Astrologues et alchimistes se penchent sur sa signification mystique, et les marchands continuent à se remplir les poches en augmentant leur prix. Mais le doute s'installe. La religion chrétienne perd de son omnipotence. Une nouvelle vision du monde émerge. Le XVIIe siècle met au placard le Moyen-Âge superstitieux et sa cohorte de créatures fantaisistes. Ce sont les débuts de la classification naturelle des espèces. On privilégie une approche rigoureuse et ordonnée du règne animal. Des expéditions scientifiques sont envoyées aux 4 coins du globe. Des dessinateurs les accompagnent. Ils réalisent que les fameuses cornes de licorne proviennent du narwal, un mammifère marin qui écume les eaux glacées de l'Arctique. Les marchands danois de l'ère médiévale se procuraient sa longue dent auprès des chasseurs inuits. Dorénavant, la licorne est considérée comme une aberration. Comment a-t-on pu y croire si longtemps ? On essaie en catimini de se défaire de son image. Les tapisseries de dames à la licorne sont reléguées dans les greniers. Sur un tableau de Raphaël, on efface la petite licorne que tient une jeune femme contre son giron. La licorne perd en crédibilité matérielle, mais gagne en spiritualité. On la voit apparaître sur les blasons et les emblèmes des familles aristocrates. La nation écossaise en fait son animal totem. Lorsque le roi Jacques IV d'Écosse devient roi d'Angleterre, il l'installe dans les armoiries de la couronne anglaise aux côtés du lion. Au XIXe siècle, le Moyen-Âge et son folklore merveilleux sont redécouverts par le mouvement romantique. L'industrialisation galopante et le triomphe de la science glacent la sensibilité des jeunes artistes. Pour échapper aux rigueurs du monde moderne, ils se réfugient dans les vieilles chroniques médiévales. On se prend à rêver de châteaux forts, de gendarmes et de parfaits chevaliers. La licorne est le symbole de cette époque fantasmée. Sa magie et son mystère inspirent les artistes. Les frères Grimm lui consacrent plusieurs contes. Gustave Flaubert la décrit sous la forme d'une bête féroce et indomptable. Et Lewis Carroll l'a fait battre en duel contre le lion. Le peintre Gustave Moreau reprend à son compte la symbolique de la dame à la licorne et la charge d'érotisme décadent. Des jeunes filles chamarrées comme des idoles byzantines entourent de leurs bras blancs le col de petites licornes blanches. Au XXe siècle, la licorne rejoint le monde de l'imaginaire. La fantaisie est son royaume de prédilection. Romans, bandes dessinées,
Comics, films et jeux vidéo, elle galope aisément d'un médium à l'autre. Là où elle pose ses sabots, vertu et rareté l'accompagnent. Elle est la parfaite métaphore du merveilleux et du féerique. Dans le film Légende de Ridley Scott, 2 licornes sont les gardiennes d'une forêt idyllique. La princesse Lily est ensorcelée par la grâce des animaux. Elle fait fi de l'interdit qui entoure les créatures et touche l'une d'entre elles. L'enchantement est rompu. La forêt est plongée dans un glacial hiver et les licornes sont faites prisonnières par le méchant démon Darkness. Scott fait de cette histoire une allégorie de la Genèse. La forêt représente le jardin d'Éden et la capture des 2 licornes correspond à la perte de l'innocence et à la chute du genre humain. Dans l'univers d'Harry Potter, l'animal est aussi un être pur et sacré. Son sang est doté de grands pouvoirs. Tuer la bête et s'emparer de son précieux liquide est vu comme un acte monstrueux. Celui qui ose boire du sang de licorne est maudit. La licorne devient le porte-étendard du rêve et de l'innocence. Elle est définitivement rattachée au monde de l'enfance. L'industrie du marketing saisit le potentiel magique de la créature. Les tout-petits en sont fous, les fillettes en particulier. L'animal passe par un énième relooking. Une crinière arc-en-ciel, une corne pailletée et des yeux démesurés. Parfois 2 ailes lui sont collées au dos. Aussi rose et sucrée qu'un bonbon acidulé, la licorne contemporaine est née. On nage en pleine esthétique kawaii. La licorne se décline à l'infini. On pense évidemment aux jouets. Des peluches, des figurines, des piñatas, des bouées, quelques dessins animés, mais aussi des vêtements. Toute la gamme y passe. Pantoufles, pyjamas, parapluies et costumes fantaisistes. La liste est longue. Et les chères têtes blondes ne sont plus les seules visées. Les adultes entrent dans la danse. On crée des services de table, des bijoux, du maquillage, du mobilier, des carnets, des shampoings. On pousse le bouchon jusqu'à vendre des crèmes anti-rides spéciales licorne ou des flacons de gin appelés larmes de licorne. La multiplication de produits à son effigie ne connaît pas de limite. D'où vient cette invasion ? Un écho de la folie qui s'est emparée de l'Europe au cours du Moyen-Âge ? Non, cherchons ailleurs. La licorne d'aujourd'hui s'inscrit dans une tendance plus large. Un univers niais et bienveillant à milieu des exigences de la vie d'adulte. Toute une génération de jeunes gens se complaît dans cette esthétique régressive. On n'hésite pas à verser dans le kitsch. Le but est de bricoler un monde naïf et coloré. Quelque chose qui fasse écho à l'enfance perdue. Un cocon de douceur pour se mettre à l'abri d'un monde emprisonné dans l'esprit de sérieux. La licorne rejoint le vivier de la pop culture. Sur Internet, entourée de petits cœurs et de paillettes, elle cartonne. Elle entre dans le club très sélect des animaux vedettes du web, pratiquement l'égal des chats et des lamas. C'est dire l'étendue de sa popularité. Le mythe de la licorne pure et sans tache peut fatiguer à la longue. Sur la toile, une ribambelle de courts-métrages loufoques détourne sa symbolique rose bonbon. La youtubeuse Natou chante à tue-tête la chanson des licornes. L'image est psychédélique et clinquante. Au menu, des étoiles, des barres de pole dance, Ryan Gosling, le cul de Nicki Minaj. Et Jean-Pierre Foucorne. La chaîne d'animation pour adultes, Adult Swim, invente un personnage de licorne prédateur sexuel. La publicité Squatty Potty n'hésite pas à verser dans l'humour scatologique. Une peluche licorne qui fait des crottes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Crottes si parfaites de joliesse qu'elles sont distribuées sous forme de glace aux enfants. La licorne est aussi depuis quelque temps la figure de proue des communautés gays, trans et lesbiennes. Son apparence kitsch et composite plaît aux militants des droits LGBT. Quoi de mieux qu'un animal évanescent pour défendre les droits des minorités sexuelles ? Ces dernières sont encore marginalisées dans l'espace public. Leur apparition dans les grands médias reste exceptionnelle, aussi éphémère et insolite que l'animal fantastique. Autre point en sa faveur, la licorne sans le moindre effort transite du masculin au féminin. Où qu'il aille, l'équidé continue son inépuisable course.
Comme tous les symboles forts, son image se renouvelle selon les lieux et les époques. Aujourd'hui, la licorne nous invite à lâcher les rênes de notre imagination et à nous laisser porter à la rêverie. Mais qui sait ce que l'avenir lui réserve? Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.